dans un article, j'ai lu que c'est probablement grâce à une femme d'une ONG suisse que le courant a passé plus aisément. J'en ai déduit que c'était vous, Suzanne, n'est-ce pas? Quel a été votre rôle par rapport à l'accompagnement de cette coopérative? Eh bien, je me suis trouvée en 88, un petit peu par hasard, dans le cadre du travail que j'avais à l'époque pour le gouvernement du Nicaragua, au moment où a eu lieu cet ouragan. Et à l'époque, moi j'avais des relations d'amitié importantes avec Solidar qui s'appelait AOS, à l'époque, Ayuda Obrera Suiza, l'OSEO en français, voilà. Donc, il fallait reconstruire ce village. Moi, j'étais la coopérante volontaire. Donc voilà, j'ai un peu facilité le lien entre l'OSEO, au niveau local, et les membres de la coopérative pour faciliter justement la première phase, en fait, du soutien pour la reconstruction des maisons. Et il se trouve que cette histoire qui aurait pu être ponctuelle, juste aider à la reconstruction. Là, après, c'est l'OSEO qui a vraiment continué l'appui toutes ces années, en fait. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais mis mon grain de sel. Donc, c'est vrai que ce film est un chouette exemple, je trouve, du passage vraiment de la reconstruction, de l'aide d'urgence à un véritable projet de développement sur le plus long terme. Justement, de ce sens, quel a été le rôle de l'OSEO et maintenant de Solidar, puisque vous avez changé de nom il y a quelques années? Voy a seguir en español, lo siento. El rol de AOES o su apoyo para la cooperativa tiene sus raíces ya al inicio, ¿no? Ya en el primer contacto en los años de 88, 89 y consistió de un apoyo, digamos, de paso a paso para ciertas actividades y se desarrolló o se estableció en forma de proyectos, de proyectos definidos, digamos, para un plazo más largo, a partir de los años finales de los años 90. Es que tenemos una cooperación muy bien establecida, también formal, con contratos de todos, etcétera, etcétera, y ya una historia como muy cercana de esta cooperativa en Mulucucú, que también impresionó a mí cuando me fui la primera vez a visitar este lugar, estas mujeres allá, junto con Carmen Ayón, en el año 2010. Comme ça s'appelait à l'époque. Ça a été tout au début, effectivement, l'appui à la reconstruction déjà en 88-89, et qu'après le contact avait été maintenu avec cette coopérative qui s'est créée à ce moment-là, et qu'à partir plutôt de la fin des années 90, effectivement, le soutien a pris la forme d'un appui bien structuré, avec des projets définis, dans la mesure aussi où le bureau de AOS s'était beaucoup renforcé en Amérique centrale. Est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle ou on continue le dialogue avec nos deux invités? Je ne vais pas frustrer quelqu'un. Française ou dans l'édition espagnole, on a rajouté cette explication. Bon,
donc, c'était une jeune femme de 23 ans, originaire d'une des communautés de Moulkoukou. Elle dut rejoindre le campement de déplacés de guerre et entra dans l'armée sandiniste comme cuisinière. Donc tout ceci dans les années 80. Très rapidement, elle chercha à s'instruire et à s'engager davantage. En quelques mois, elle organisa le service de cuisine en établissant des tournus auxquels participaient aussi les hommes et apprit à utiliser la radio. Elle fut tuée dans une embuscade en 1987 alors qu'elle fonctionnait comme communicatrice de la radio. Donc c'est effectivement une jeune femme qui s'est engagée dans cette guerre civile qui déchirait le pays à cette époque-là et qui a été tuée en 87 dans une embuscade. Merci. Une autre question? Au fond, oui. Un petit commentaire. Une des choses, les choses qui ont été dites, une des choses les plus importantes, m'a semblé, est cette reconnaissance de l'héritage de la lutte sandiniste. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ces femmes ont pris la poste, ont pris posture. Oui, ont pris les drapeaux, ont pris les valeurs, les principes et les drapeaux. Et cette grande valeur de solidarité, d'entraide, etc., et de désir, d'émancipation. Donc, ce qui est très émouvant, c'est de voir comment ça vit encore dans ce projet. Donc, elle dit, nous sommes un pont entre. Et puis ça, c'est-à-dire, quand on pense à la fin, à la défaite, etc., de tout ce processus, mais on voit que malgré tout, et que rien n'est c'est-à-dire que je viens de l'Argentine il y a très peu de temps, alors j'ai un mélange espagnol et français dans ma tête. Et que ça a valu la peine, même si c'était une défaite, et que tout cela leur persiste. Et moi, je trouve que ça, c'est merveilleux. Merci pour votre commentaire. Moi, j'étais enchantée de voir ce film parce que j'avais beaucoup entendu parler de Moulkoukou à l'époque de la guerre, quand il y avait les attaques de la Contra dans cette zone, et c'était très dur, il y avait beaucoup de vies qui ont été perdues. Et puis ce que je trouve génial, c'est qu'elles ont pu garder justement ce que tu disais tout à l'heure, des valeurs, et puis malgré les dirigeants de droite, parce que moi j'avais vu des films à Genève il y a 5-6 ans ou 10 ans, je ne sais pas, ça passe tellement vite, qui montraient vraiment que dans les familles, la plupart des militants, surtout les femmes d'ailleurs, n'osaient pas dire qu'elles avaient été sandinistes, qu'elles avaient été militantes, qu'elles avaient pris le fusil, ou bien, enfin qu'elles avaient fait des choses extraordinaires. Elles étaient vraiment muettes, parce que c'était quasi interdit, mal vu et tout. Donc je pense que cette solidarité qu'elles ont pu garder leur a permis de continuer le chemin. On voit d'ailleurs qu'il y a eu certaines répressions, mais j'aimerais bien que vous nous en dites un peu plus. Et puis, j'avais encore autre chose, je reviens. Qui veut répondre par rapport à la répression dont ont été victimes les anciennes sandinistes? Disons, dans le cas précis de la coopérative, le fait qu'elles soient au bout du monde, ça leur a posé évidemment plein de problèmes. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité, pas le téléphone, enfin des problèmes de communication qui sont heureusement dépassés maintenant, mais quelque part, ça les a protégés, je pense, pour continuer leur projet. Elles n'étaient pas comme ça sous les feux de la polémique politique qu'il pouvait y avoir peut-être plus dans les villes ou dans la capitale. Et puis, effectivement, quand le gouvernement, quand les sandinistes
construction et qu'est venu le gouvernement de Madame Violetta, c'était la bonne. Voilà. Ouais. C'est vrai que ça a été une période difficile pour toutes les personnes qui étaient engagées dans le sandinisme, et notamment les coopératives qui ont eu tout à coup très très mauvaise presse, aussi parce que je pense qu'elles n'avaient pas été gérées de la meilleure manière, elles étaient devenues très très dépendantes en fait de l'aide publique. Enfin, il y avait toute une réflexion sur ce qu'étaient ces coopératives. Donc elles ont dû défendre qu'elles restaient dans ce modèle. Et puis, elles ont dû changer de voie. Elles ne se sont plus intéressées tellement à faire de la construction, de la menuiserie et tout ça comme au début. Elles ont dit, nous, finalement, ce qui nous intéresse, c'est le travail social dans la santé et la lutte contre la violence. Et là, effectivement, elles étaient, je pense, elles avaient une position progressiste assez avancée, et puis elles ont été attaquées, accusées d'être des avorteuses, et toutes sortes de choses, parce qu'elles n'étaient absolument pas vraies, par ailleurs. Et elles ont subi effectivement une répression assez importante, qui venait aussi de leur position en tant que femmes qui défendaient, je pense, une certaine conception de la santé. Mais c'est vrai que maintenant la guerre étant finie, les hommes plus mobilisés, c'est vrai que les femmes ont occupé du coup un espace, une responsabilité domestique, on peut dire. Et maintenant que cette situation de guerre est finie, est-ce qu'on observe un glissement, ou est-ce que les femmes occupent toujours l'espace, ou c'est une minorité parmi les femmes de la coopérative? Quelle est la situation finalement générale des femmes à Moulkou? Creo que en comparación con otras comunidades rurales tan aisladas como Mococu en Nicaragua, sí se nota la influencia, el impacto de la cooperativa María Luisa Ortiz, de estas mujeres fuertes que ellas mismas como un ejemplo de para lo que puede hacer una mujer, para lo que se puede lograr. Sí han cambiado mucho en esta área rural, pero también hay que decir que la mayoría de mujeres en Nicaragua y en el campo, tal vez más que en las ciudades, en el campo todavía, es que son los que asumen las tareas tradicionales de mujeres. Va cambiando paso por paso, pero sí, así. Traditionnelle des femmes, l'oppression, la violence reste très fort. Donc elles mettent beaucoup d'énergie à essayer d'atteindre justement les femmes des communautés les plus reculées avec la radio, avec des visites, avec des ateliers, parce que c'est là en fait qu'il y a le poids de ce machisme et de cette violence qui reste quand même encore très fort, beaucoup trop fort. Merci.
Donc ce qu'a fait la coopérative, elles ont décidé de monter des services de santé ouverts à toute la population. Comme ils disent dans le film, elles avaient jusqu'à 38 000 dossiers. Et la population n'était absolument pas majoritairement sandinistes. Les sandinistes, là-bas, ont toujours été une minorité, et ils le sont encore maintenant. Ils ont vraiment, c'est un des fiefs du Parti libéral, dans ses différentes expressions. Et elles ont joué un rôle, je pense, de pacification extrêmement important. Elles ont dit, on offre nos services, qui à l'époque étaient gratuits, absolument à tout le monde, et pas simplement aux gens qui seraient de notre affinité politique. Et en ce moment, la municipalité de Mouloukoulkou, qu'elles ont beaucoup contribué à créer, qui n'existait pas, elle est toujours tenue, effectivement, de maire par les partis de droite, mais elles sont très actives dans les commissions, elles ont gagné le respect. Et cette droite qui avait des comportements violents, les élections, ça a été des drames bien après que la guerre était finie, il y avait toujours des morts, il y avait une violence politique extrêmement forte. Toute cette violence-là a énormément diminué. Donc voilà, c'est une municipalité comme on les a chez nous, si vous voulez, où il y a les gens des différents bords qui finissent par se mettre d'accord pour faire un certain nombre de choses. Donc elles ont joué effectivement un rôle très très important, je pense, dans ce processus. Très bien. C'est vraiment un exemple de féminisme pragmatique. Et on pourrait vraiment expandir peut-être beaucoup de livres du féminisme occidental. Elles sont vraiment avec une force impressionnante à tous les niveaux. Ma question, c'est au niveau éducation, livres qui restent, est-ce qu'ils sont écrits par rapport au processus? Parce que ça serait vraiment bien avoir comme une mémoire, que ça pourrait être pédagogique pour beaucoup d'autres expériences, que ce soit en Amérique latine ici, est-ce que soit un petit groupe, parce que la radio sont des pros, vraiment, à tous les niveaux, c'est admirable. Donc, est-ce qu'il y a au niveau écrit, soit dans les livres, au niveau école, etc., et comment ça se passe à ce niveau? Et puis, ça serait bien si Sandra, qui vient de passer aussi quelques mois là-bas, à cette coopérative, si elle pourrait effectivement compléter ou donner des témoignages à ce livre, étant donné qu'elle vient de passer quelques mois là-bas. Voilà. Qui c'est qui veut répondre avant Sandra? Donc, sur le fait d'avoir un document écrit, donc on a soutenu il y a 2-3 ans la rédaction d'un document qui s'appelle systématisation. C'est un terme qui est très utilisé en Amérique latine. Effectivement, il y a une personne, un consultant, un sociologue de la ville qui est allé là-bas et qui a recueilli tous les témoignages et qui a produit un document d'une 50aine de pages. Et effectivement, mais il n'était pas vraiment édité, diffusable, c'était un peu... voilà. Et c'est en lisant ce document qu'on a eu l'idée du film, en fait. Voilà. Mais la partie écrite, elle en est restée là. Et les femmes de la coopérative, c'est parce qu'elles aiment et savent mieux faire, écrire. Elles sont très actives sur le terrain. Mais le film est un bon moyen de diffusion. Donc là, juste pour vous dire, la version en espagnol va être diffusée dimanche à Cordoba, en Argentine. Elle va être diffusée le 10 juin à Oaxaca, au Mexique. Elle va aller dans un festival à Medellín. Donc ce petit film, il fait son chemin. Voilà, donc il va vivre sa vie comme il est sur Internet. Beaucoup de gens peuvent y avoir accès. Il existe en 4 versions, sous-titré français, allemand, anglais. Donc voilà, on espère que cette petite histoire va peut-être inspirer d'autres personnes, d'autres femmes à s'organiser un petit peu de cette façon-là. Des soutiens internationaux qui
de los apoyos internacionales. ¿Quién queda? ¿Quién es? Bueno, por el momento se queda la cooperación suiza y se quedan algunos más. Puedo decir los que se fueron. Por ejemplo, la cooperación alemana se fue hace como 2 o 3 años. Fue una decisión con el ministro, digamos, más de la derecha, en cargo del Ministerio de Cooperación y decidieron a finalizar el apoyo a la cooperación con Nicaragua. También se queda la cooperación española, pero lo que sí se nota es todavía es la crisis económica aquí en Europa, porque hay relaciones muy, muy fuertes entre ONGs, organizaciones españolas, italianas, etcétera, viniendo de la solidaridad de los años 80, que ahora están luchando para su propia existencia y que casi ya no tienen fondos, y eso provocó una ruptura que sí se nota en Nicaragua. De la coopération au développement au Nicaragua en général, la coopération suisse est encore très très présente, donc à travers le gouvernement, mais aussi à travers des associations comme les nôtres. Par contre, d'autres gouvernements ont arrêté d'appuyer le Nicaragua, comme le gouvernement allemand qui a interrompu sa coopération, et puis les coopérations espagnoles et italiennes ont beaucoup diminué, et c'est beaucoup les ONG qui se battent justement pour maintenir les appuis, parce qu'il y a des liens très très forts. Mais c'est vrai qu'il y a eu une baisse considérable du volume de coopération qui va au Nicaragua par rapport à ce que c'était il y a une dizaine d'années. Merci. Mais c'est vrai que ça pose la question aussi de l'autonomisation à moyen terme de la coopérative. Comment la jugez-vous? Est-ce qu'elle a encore besoin de fonds de la coopération suisse ou internationale, ou est-ce qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins? Je sais qu'il y a pas mal d'activités génératrices de revenus qui sont mis en place, mais comment jugez-vous la situation actuellement? Peut-être Rania. Es siempre una pregunta difícil. Digamos así, sí hay la necesidad del apoyo y sigue siendo esta necesidad. Eso lo digo porque el trabajo principal que realiza esta cooperativa es un trabajo social, ¿no? Es ayuda para mujeres pobres, es asesoría legal, apoyo psicológico para víctimas de violencia. Y este trabajo no se puede autofinanciar, ni allá ni aquí, es imposible. Se necesitan fondos, sean del Estado o sea de donantes, cuales sean. Pero hay que siempre van a tener que buscar financiamiento. Ahora en Nicaragua hay una nueva ley con la que una ley cual en el papel se lee muy, muy bueno, ¿no? Parece excelente, pero lo que se realiza en la realidad no es tanto, no se ve mucho. Pero existe por lo menos un chance, una perspectiva que tal vez el Estado va a asumir algunas de las tareas que debería asumir, ¿no? o financiar por lo menos. Esto puede ser un camino, ¿no? hacia donde ver. Pero la perspectiva para las mujeres, para la cooperativa para los próximos años, yo diría tienen que andar buscando fondos como lo habían hecho antes. Esto no va a cambiar de un día al otro.
las opciones que tienen ya lo están haciendo, ¿no? Es que ya trataron de desarrollar más sus actividades, digamos, económicas para generar algunos ingresos para ellos mismos, para la cooperativa misma. Eso sí es muy bueno, pero al otro lado trae el problema o el reto que de eso surge aún más trabajo para las mismas mujeres, para las mismas líderes. Y es la pregunta cómo poner el enfoque de su trabajo, ¿no? Sigue un reto. Donc, Anja dit que le soutien financier, il est encore nécessaire parce que la nature du travail que fait la coopérative, c'est de faire du travail social, donc qui par définition est difficilement autofinançable. Et notamment tout ce travail de lutte contre la violence, donc toute l'assistance légale, l'assistance psychologique, a besoin d'un soutien financier, que ce soit ici en Suisse ou au Nicaragua. En Suisse, les associations qui font ce travail reçoivent des subventions des gouvernements locaux. Elles ne peuvent pas demander à être payées pour cette activité. Il y a une loi sur la violence qui est excellente sur le papier, qui a été adoptée au Nicaragua, et qui stipule notamment que l'État devrait soutenir justement le soutien psychologique, l'assistance légale, mais voilà, elle met beaucoup de temps à se mettre en place. Donc peut-être qu'un jour, l'État du Nicaragua sera en mesure de soutenir une organisation comme la coopérative pour ces tâches-là, mais pour le moment, on en est encore loin. La coopérative, elle développe toutes sortes d'activités, des petits commerces, elle fait un certain nombre d'activités sont effectivement autofinancées, comme les soins de santé, la pharmacie, le laboratoire, tout ce qu'on a vu là dans le film, là, il n'y a plus d'apport de la coopération. C'est vraiment, les gens payent un petit peu et ça suffit à faire tourner ces activités-là. Mais c'est vrai que la coopérative rêve d'avoir une activité qui leur crée des vrais revenus, qui leur permettrait de travailler, de payer le travail social qui doit rester gratuit. Et pour le moment, on n'a pas trouvé quelle pourrait être cette source de revenus, à moins qu'elles se mettent, enfin ça c'est moi qui rajoute le commentaire, qu'elles ouvrent un bar ou qu'elles fassent, je ne sais pas, un peu de trafic de drogue. Donc c'est difficile de gagner beaucoup d'argent dans un endroit comme Mouloukoukou, pour vraiment avoir des surplus qu'on peut investir dans autre chose. Merci beaucoup en tout cas pour ces compléments. Je précise, le micro, c'est parce qu'on enregistre, donc il faut le prendre même pour les questions. Sinon, on ne les entend pas. Bon, alors moi, je vais apporter un commentaire. Donc, moi, j'ai eu la chance, la possibilité de passer 6 mois, entre autres, à Mouloukoukou, depuis octobre de l'année passée jusqu'à mars de cette année, où j'effectuais pour le compte d'Espace Femmes International une évaluation justement du projet d'accès à la justice et de lutte contre les violences sexuelles là-bas. Et par rapport à cet aspect de l'autonomie d'une coopérative comme Mouloukoukou à l'échelle locale, j'avais aussi envie d'apporter quelques exemples des détails que j'ai pu observer quand j'y étais. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné de tout le travail qu'elles font, c'est qu'il n'est pas seulement d'ordre social, hein, il est aussi d'ordre, on l'a vu, économique, vu qu'elles ont des négoces, une pharmacie, un magasin d'habits à des prix bien plus favorables que sur le marché normal. Mais elles font aussi tout un travail au niveau éducatif. Moi, c'est ce qui m'a aussi
beaucoup impressionné, c'est que à Mouloukoukou, donc une zone très étendue, une communauté, je ne me rappelle plus les kilomètres, mais qui possède 36 hameaux en son sein, eh bien elles sont actuellement et depuis longtemps les pionnières en termes d'éducation en genre. Donc elles font tout un travail de formation des enseignants, des enseignantes. Elles vont aussi dans les écoles faire de la prévention contre les violences et puis de l'éducation aussi sexuelle. Donc il y a tout cet aspect éducatif qui est effectivement difficilement autofinançable. Donc effectivement, elles ont besoin de cet apport. Et puis, ce que je tiens aussi à souligner par rapport à cet exemple que nous apporte la coopérative, c'est que moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que c'est toute cette incidence politique. Donc elles n'ont pas été seulement actives dans la reconstruction, hein, comme on le voit dans le documentaire, d'un village totalement dévasté, mais elles ont aussi permis à ce qu'une municipalité se crée et que petit à petit, il y ait des instances de l'État. Et puis, encore maintenant, elles font tout un travail de remplacement de la responsabilité de l'État qui met du temps à venir avec ces différentes instances de protection des enfants et des femmes. Et moi, juste une petite anecdote qui m'avait étonnée, c'est que par exemple, eh bien, dans tout cet aspect légal, juridique, d'accès à la justice des femmes victimes de violences sexuelles, eh bien, la coopérative, elles appuient financièrement, mais technologiquement aussi, le nouveau procureur qui a été nommé tout récemment, là en novembre de 2014. Donc, elles lui ont donné un ordinateur, elles lui permettent de faire les déplacements vers le tribunal régional qui se trouve à peu près à 60 km de Mouloukoukou, mais par des voies terrestres, routières, donc en terre, hein, peu développées. Et puis, en parlant notamment avec ce procureur, pour qu'on voie un peu aussi le contexte du Nicaragua, ce procureur récemment nommé m'expliquait que le ministère public au niveau national au Nicaragua dépend entièrement de lui-même de recherche de fonds. Donc ça donne quand même aussi un regard sur ce contexte national. Voilà. Nombre de... Alors, la coopérative a 22 membres. Donc, c'est un petit groupe. Hein. Elles ne prétendent pas du tout, justement, être une grande organisation, être l'organisation de toutes les femmes. Elles ne sont pas du tout dans cette dynamique d'être un mouvement social. Elles sont vraiment un petit groupe actif dans une communauté. Mais elles ne cherchent pas à avoir des dizaines de membres. C'est pas du tout leur logique. Voilà. Elles sont un collectif d'action, si on veut. El trabajo que están haciendo incluye o integra mucho más personas, ¿no? En sus grupos con los jóvenes, con otras mujeres, etcétera, que no son miembros formalmente de la cooperativa. Donc effectivement, elle travaille avec un grand nombre de personnes, mais au niveau du statut, ça reste un petit groupe. Elle travaille effectivement avec énormément de personnes. Elles ont beaucoup de relations avec justement le personnel de santé, les maîtres d'école, les gens dans les communautés, les jeunes qui sont très organisés par la coopérative. Là, je ne sais pas
ça représente voilà, 3 ou 4 000 personnes, en tout cas, qui ont affaire de manière fréquente avec la coopérative. Une question. C'est par rapport à l'organisation. Je voulais savoir si elles ont un lien avec l'association AMLAE, Luisa Amanda Espinosa, qui était l'association un peu nationale des femmes à l'époque sandiniste, je veux dire, après la Révolution. Je sais pas s'il y a un lien et puis comment ça se passe. Une question, c'était au niveau économique, est-ce que cet esprit de coopérative a débordé un tout petit peu ou pas beaucoup du côté des agro-éleveurs? On voit qu'il y a des beaux troupeaux, on voit qu'il y a de l'eau là-bas, etc. Alors est-ce qu'il y a de l'entraide entre les paysans qui produisent? Est-ce qu'ils produisent beaucoup? C'est une région qui est considérée comme une grosse productrice, élevage et agriculture. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent dans la communauté ou est-ce que c'est surtout des entrepreneurs agricoles qui s'enrichissent simplement? Est-ce qu'ils financent aussi ces activités, l'école, le médecin, la santé, etc. Enfin, c'est un petit peu la base économique qu'il y a. Puis, toute petite question, c'est sur la radio, comment c'est écouté? Les gens ils disent, ah bon, on l'écoute à 6h le soir, c'est génial, il y a une émission. Comment est-ce que cette radio existe dans la communauté? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne des gens qui disent, ah ben on écoute cette radio chaque jour, ou bien chaque semaine, je ne sais rien, pour juste vous rendre compte, au-delà du studio d'enregistrement, comment est-ce que cette radio existe par les ondes directement? Et la dernière remarque qui était magnifique pour moi, c'est le terme de l'amour, quoi, qui est très fort dans cette démarche militante, mais qui est très, très porteuse de sentiments, de valeurs, etc. Puis ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. On le sent du début à la fin dans les interventions des participantes, que cet altruisme, cet amour, mais qui est très profond comme terme. C'est pas seulement un truc... du vernis qui est posé sur une démarche, mais c'est vraiment, ça les habite comme personne et je l'ai trouvé très très beau. Merci. Donc la question des liens avec l'AMLAE n'existe plus, en tout cas dans le Nicaragua d'aujourd'hui. Donc elles sont membres de l'Association nationale des coopératives, elles ont donc des liens à travers le fait qu'elles sont une coopérative. Elles sont membres de l'ATC, je crois, et puis elles ont des liens avec beaucoup d'organisations de femmes, les organisations du mouvement des femmes, mais il n'y a plus une organisation des femmes qui représente justement plutôt les femmes du Parti sandiniste. Donc, d'après ce que je sais, justement, le système productif est beaucoup basé sur des petites entreprises ou grandes, ou même très très grandes, individuelles. Il y avait quelques coopératives agricoles dans la zone, mais je crois qu'elles n'ont pas survécu justement à toutes ces années de néolibéralisme. Et beaucoup de la richesse s'en va dans la capitale. Il y a beaucoup d'élevage, parce que derrière toute la déforestation qui est évoquée dans le film, évidemment, c'est l'extension des pâturages et disons, c'est des producteurs qui viennent d'autres régions du Nicaragua où les pâturages ont déjà été épuisés avec les systèmes de culture pas très respectueux du sol et tout ça. Donc il y a ce qu'on appelle l'avancement de la frontière agricole, l'élevage intensif s'avance. Donc maintenant il y a un projet qui est aussi fortement soutenu par la coopérative, c'est de créer un abattoir au niveau municipal pour que les producteurs puissent valoriser mieux leur production localement. Mais c'est un projet millionnaire, ambitieux, et je ne sais pas du tout
qui va se réaliser. Mais il serait plutôt sur un modèle libéral. Ce ne sera pas un projet de coopérative, c'est plutôt un projet où on essaie d'intéresser les grands à monter une structure qui servira, on espère, aussi aux moins grands et aux petits. Mais justement, comme Solidar Suisse appuie aussi des unions de coopératives agricoles, mais peut-être dans d'autres régions du pays, Anya, vous pouvez en dire quelques mots? Sí, yo quería agregar algo, porque Mulucucú no es una zona cafetalera del café. Digamos, no se puede comparar con otras zonas más situadas en la montaña de Nicaragua, donde había y todavía hay cooperativas muy fuertes y bien establecidas también de la historia de los años 80. Pero en Mulucucú esto no había y no hay hoy día. Lo que las mujeres de la cooperativa están tratando ahora es desarrollar más la producción del cacao como cooperativa, pero eso ya es en sus inicios, digamos. Yo vi las plantitas así pequeñas. Puede ser una opción, un chance, pero el panorama que planteó, así es con la situación, y creo que sí, eso sí fue tu pregunta. Ajá, sí, Él se refirió a otro proyecto que apoyamos en Nicaragua y que también apoya la FEDEBACO, también ya desde hace algunos años da apoyo, y estos son cooperativas más activas en la producción del café. Una de estas cooperativas tiene la certificación en el comercio justo, y estas cooperativas tienen otra base económica, lo que no quiere decir que su vida es fácil, pero quiere decir que sí tienen en el colectivo y con la solidaridad entre sus miembros, que como 100, 200, 300 productores con sus familias tienen por lo menos una seguridad, una base económica que comparten, y una cooperativa que les puede ofrecer también otros servicios. Pero ahí en Mulucucú no hay. Effectivement, Mulucucú n'est pas une zone de production de café. Il fait beaucoup trop chaud là-bas pour qu'il y ait du café. C'est vraiment l'élevage bovin qui est la production dominante. Donc il n'y a jamais vraiment eu des coopératives, et il n'y en a pas pour le moment. Ce que tente de faire la coopérative des femmes, c'est de promouvoir la production de cacao, mais d'après ce que j'ai compris, les conditions de sol et de climat ne sont pas non plus excellentes. C'est vraiment une zone très très chaude, et ils se sont aperçus en fait que le cacao, il avait aussi beaucoup de peine à devenir productif. Donc Solidar soutient effectivement les unions de coopératives, c'est des regroupements de coopératives, et c'est dans une autre zone où il y a effectivement la production de café, qui est une production bien établie, rentable. Donc c'est des regroupements d'une centaine de petits producteurs qui ont leurs terres, qui ont leur propre plantation de café, qui ont toute une base économique. Et ce type de regroupement-là n'existe pas dans la municipalité de Mulucucú. La radio la radio, moi je ne suis pas allée vérifier dans la dernière des communautés, mais apparemment elle est vraiment très écoutée sur tout le territoire. Vous avez vu qu'elle est bien équipée, elle a une superbe antenne. Elle a eu l'appui d'un groupe qui n'est pas cité dans le film, et je trouve ça un petit peu dommage,
qui s'appelle Radios Populares. C'est un groupe de latinos de Chicago, des jeunes émigrés latinos, qui soutiennent des radios populaires dans beaucoup de pays d'Amérique latine, centrale. Et ils sont venus très souvent à Mouloukougou. Ils ont aidé à l'équiper, ils ont formé les gens. Et ça, c'est un de mes regrets, c'est que dans cette version-là du film, ils n'apparaissent pas. Et je crois qu'elle est vraiment très, très écoutée dans le territoire, voilà, par un grand nombre de personnes. En tout cas, la radio, c'est aussi beaucoup une manière d'envoyer des messages personnels. Bon, maintenant, il y a le téléphone portable qui est arrivé. Il y a des antennes qui ont réussi à inonder ce territoire, mais pendant très, très longtemps, c'est vrai que c'était un territoire avec très, très peu de communication.